Bonjour tout le monde. C'est un honneur et un privilège pour moi d'être avec mes amis, mes collègues, les pharmaciens hospitaliers. Donc là, je ne jette pas des fleurs, mais vous êtes les piliers des hôpitaux. Vous avez une lourde responsabilité à la fois administrative et en même temps médicale. Donc pour cela, je tiens à remercier l'équipe d'Amgen d'avoir m'invité, m'offrir cette occasion d'animer ce symposium. On va essayer de voir ensemble comment gérer l'anémie dans la maladie rénale chronique. Donc on va essayer de faire le tour de la question. On va commencer par un petit rappel physiologique. Donc comme vous voyez cette image, la plupart des gens pensent que les reins assurent cette fonction, c'est-à-dire nettoyer le sang avec élimination des déchets dans l'AVC. Mais en fait, les reins non, assurent plusieurs fonctions, à savoir une fonction exocrine et une fonction endocrine. La fonction exocrine, ça se résume dans le maintien de l'équilibre hydroélectrolytique, l'élimination des déchets azotés, avec l'équilibre acido-basique. Tout ça passe par la filtration glomérulaire, avec bien sûr les différentes fonctions tubulaires. Les fonctions endocrines, on a plusieurs fonctions endocrines, mais principalement, on a l'équilibre de la tension artérielle par un équilibre entre tout ce qui est vasodilatateur et vasoconstricteur. Les fameux systèmes les plus connus, c'est le système rénine-angiotensine-aldostérone avec les autres systèmes qui contrebalancent ce système, par exemple les facteurs artériels natriurétiques. Deuxième des choses, c'est l'homéostasie phosphocalcique par la deuxième hydroxylation de la vitamine D pour avoir une vitamine D active native. Et le point le plus important d'aujourd'hui, c'est le contrôle ou bien la maturation des érythrocytes par la production d'érythropoïétine. Il faut savoir une chose qu'en Algérie, on dénombre plus de 20 000 patients en insuffisance rénale chronique stade dialyse. Actuellement, en 2017, on a pris 22 000 patients. Malheureusement, il y a plus de 90% en hémodialyse, seulement 8% en transplantation rénale et contre 2% en DP. Et j'ai dit malheureusement pourquoi? Parce que l'hémodialyse, c'est la technique la plus coûteuse par rapport à la dialyse péritonéale et la transplantation rénale, c'est la technique la plus idéale pour ces patients. Donc, il faut noter aussi qu'on n'a pas de données épidémiologiques pour les autres stades. On n'a que le stade 5. Et il faut noter aussi qu'on a une transition. Ces dernières années, on a remarqué qu'il y a une transition vers les néphropathies vasculaires, en l'occurrence néphropathie diabétique et hypertensive. C'est-à-dire quand on voit les patients dans nos centres de dialyse, on va voir trois catégories de patients. Les enfants, toujours avec les neuropathies malformatives, les jeunes avec une néphropathie auto-immune, et en même temps les patients âgés avec une néphropathie vasculaire. Donc là, les chiffres sont là. C'est un véritable problème de santé publique et en même temps, c'est un véritable problème économique. Mais ce qui est malheureux, c'est que c'est la partie apparente de l'iceberg. Comme j'ai dit, on n'a pas un programme de dépistage, on n'a pas un programme de prévention et on n'a pas un registre des patients en IRC. On n'a que 3 études en Algérie qui intéressent les patients au stade 5. Une étude batnéenne et l'autre, deuxième étude Constantine et la troisième algéroise. Donc à côté des chiffres, il y a la clinique. En cas d'insuffisance rénale, il y a une atteinte systémique, ce qu'on appelle le syndrome urémique. C'est la mort à petit feu. Et l'élément majeur de ce syndrome urémique, c'est l'anémie, qui est un syndrome important, fréquent et constant, et en même temps, c'est le plus grave parmi les syndromes urémiques. Donc, anémie et maladie rénale chronique, il faut savoir une chose, que la maladie rénale chronique passe par 5 stades. Donc, de stade 1 à 2, la cléarance passe de 90 à 60, on parle de maladie rénale chronique. Donc, les reins sont capables d'assurer leur fonction, il n'y a pas une insuffisance, il y a une maladie. Et moins de 60 ml par minute, là on va parler d'insuffisance rénale. L'anémie, au cours de cette maladie, elle est précoce. Elle apparaît dès le stade 60, dès le stade 3, c'est-à-dire cléarance moins de 60 ml par minute. Elle est plus précoce dans certaines situations. On va voir ensemble ces deux situations, particulièrement les patients diabétiques et les enfants. Elle est constante dans toutes les maladies. Vous allez voir dans la littérature qu'elle est absente dans certaines pathologies comme la polykystose hépatorénale, mais dans notre pratique, on n'a jamais vu des patients avec cette pathologie qui arrivent avec une insuffisance rénale, avec un taux d'hémoglobine qui est correct. Parce que tout simplement, effectivement, le facteur majeur d'anémie en cas de maladie rénale chronique, c'est la baisse de production d'érythropoïétine, mais il y a aussi d'autres facteurs. C'est pour ça qu'on dit que l'anémie avec la maladie rénale chronique, elle est multifactorielle. Il n'y a pas un seul facteur. Parfois, l'anémie, elle est encore présente avec les IARA. Parfois, il y a la conséquence, elle cause une IARA fonctionnelle, parfois même organique. J'ai dit l'anémie, elle est multifactorielle. La cause la plus importante, c'est la baisse de production d'érythropoïétine, mais il y a aussi d'autres causes. Essentiellement, c'est la lyse précoce, la destruction précoce des globules rouges secondaires aux toxines urémiques. Il y a l'état inflammatoire, il y a les pertes sanguines essentiellement digestives et génitales. Il y a aussi l'anémie fériprive. Donc, il y a aussi l'anémie en rapport avec le déficit de certaines vitamines. Donc, finalement, l'anémie, elle est constante. Elle est multifactorielle et on peut dire elle est constante. En plus qu'elle est constante, elle est précoce. Comme montre cette étude qui a été menée aux États-Unis. C'est une étude qui a été publiée en 2002 avec un effectif de 15 000 patients. Et on voit que l'anémie, elle dit qu'on descend moins de 60 ml par minute.
le taux d'hémoglobine commence à diminuer, qui est valable pour les deux sexes, sexe féminin et sexe masculin. Donc, une autre étude en France, c'est-à-dire à l'Europe, ils ont étudié plusieurs paramètres du syndrome urémique, à savoir l'hyperparathyroïdie secondaire, l'anémie, l'acidose métabolique, tout ce qui est problème d'hyperkaliémie, l'hyperphosphatémie, et on voit clairement, déjà dès le stade 1 à 2, on a une anémie. Les deux symptômes majeurs qui apparaissent précocement tôt au cours de la maladie rénale chronique, c'est l'hyperparathyroïdie avec l'anémie, avec la prévalence qui augmente de façon considérable à partir d'une cadence moins de 60 ml par minute. J'ai dit elle est plus précoce encore chez les patients diabétiques et chez les enfants. Comme montre ce papier, ils ont fait une étude comparative. Donc, pour les patients adultes avec plus de 15 000 patients inclus dans cette étude. Donc, on voit que l'anémie, elle est plus fréquente et plus précoce chez les patients diabétiques, soit du sexe masculin ou du sexe féminin, par rapport aux patients non diabétiques. Ça, c'est une étude récente publiée en 2016, donc étude 4 témoins. Il y avait deux bras, un bras avec des patients non diabétiques, versus patients diabétiques, donc avec une comparaison selon les différents stages de la maladie rénale chronique. Et enfin, il y a une différence significative entre les patients diabétiques versus les patients non diabétiques, où l'anémie est plus précoce chez les patients diabétiques. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir de cette première partie de notre exposition? Que l'anémie, elle est constante dans la maladie rénale chronique. C'est le syndrome le plus fréquemment rencontré et le plus grave. Elle est précoce, elle est multifactorielle. Bien sûr, elle est plus précoce chez les patients diabétiques et les enfants. Donc, on va essayer de voir ensemble cette pathologie sur 3 plans, diagnostic, conséquences et enfin thérapeutique. On va commencer par un petit rappel historique. L'anémie, la première fois, c'est-à-dire en dehors de la maladie rénale chronique, a été décrite en 1660, donc suite à ça, c'est une princesse qui est examinée par son médecin traitant. Elle est enceinte, il a remarqué qu'elle est devenue blanche, c'est-à-dire pâle. Il est en train d'examiner ses urines pour voir pourquoi. Donc, la première description de l'anémie en rapport avec la maladie rénale, c'était en 1836 avec Richard Bright, qui a fait les premières descriptions de cette anémie liée à la maladie rénale chronique. Ensuite, c'est Sir Robert Christian qui a qui a mis en évidence la description complète de l'anémie avec une néphrite avancée. Ensuite, c'était les découvertes les plus importantes en 1893 avec Paul Bert et Johannes Frederick, qui ont mis une découverte importante, c'est qu'ils ont remarqué qu'il y a la moelle érythropoïétique, elle répond directement à l'hypoxie, mais malheureusement cette étude n'a jamais été de support expérimental. Donc ensuite, c'était en 1957, Jacobson et Cole a démontré indirectement que l'érythropoïétine est sécrétée par les reins. Il a remarqué ça avec des reins néphrectomisés. Après une anémie provoquée, il n'y avait pas une augmentation de la production de l'érythropoïétine. Donc, après, c'est ensuite l'équipe de Coury et Cole, puis Fischer, qui ont démontré le site de production de l'érythropoïétine au niveau des cellules interstitielles péritubulaires, la purification et l'identification de l'érythropoïétine attribuée au Mickey et Cole. Donc, et après, le gène a été cloné en 1985 par l'équipe de Lynn. Donc, la première utilisation clinique, c'était le 2 décembre 1985. C'était à Seattle pour une jeune patiente de 18 ans, donc avec Eschbach, qui a mis cette patiente sous érythropoïétine. Au départ, c'était avec des doses minimes de 5 unités kg par semaine. Après, il a augmenté les doses. Ils ont remarqué qu'il y avait une réponse positive avec augmentation de taux d'hématocrite qui est passé de 15 à 25%. Donc, la première utilisation de l'érythropoïétine à longue durée de vie, donc l'ARNESP, c'était en 2001 en Europe. Ça, c'est par rapport à un petit rappel historique. On va passer au diagnostic. L'anémie, elle est évoquée sur le plan clinique, c'est comme la population générale. C'est quand on voit des patients asthéniques, des patients pâles, des patients tachycardes avec des hypotensions orthostatiques, parfois des hypotensions permanentes. Donc, d'une façon générale, il y a un état général qui est altéré. Mais le diagnostic, il est biologique. Le diagnostic, il est guidé par des recommandations. C'est les recommandations KDIGO en 2012. On attend les KDIGO 2017 pour ce mois de décembre, Inch'Allah. Et les recommandations européennes, le RBP. L'anémie est définie par un taux d'hémoglobine qui est moins de 13 grammes par décilitre pour les enfants plus de 15 ans et pour les adultes de sexe masculin et pour les femmes moins de 12 grammes par décilitre. Pour les enfants, la définition est variable en fonction de l'âge. Si l'enfant est entre 0,5 et 5 ans, elle est moins de 11 grammes par décilitre. Plus entre 5 et 2 ans, c'est moins de 11,5 grammes par décilitre. Et entre 12 et 15 ans, c'est moins de 12 grammes par décilitre.
Elle est comment cette anémie en cas de maladie rénale chronique? J'ai dit elle est multifactorielle, mais la cause principale, c'est la baisse de production d'érythropoïétine. Donc, normalement, elle est normocytaire, normochrome, arégénérative. Mais là, ce n'est pas constant. Certes, le facteur majeur, c'est la baisse d'érythropoïétine, mais il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer cette anémie. Donc, on peut trouver aussi une anémie microcytaire, hypochrome, normochrome. Donc, mais la situation la plus fréquente, elle est normocytaire, normochrome. C'est quoi l'érythropoïétine? C'est une hormone qui est synthétisée par le rein. Elle est composée de 165 acides aminés. Donc, son action, sa sécrétion, elle est stimulée par le niveau d'oxygénation rénale. Et après sa sécrétion, elle va atterrir au niveau des récepteurs spécifiques. Et après cette liaison, l'érythropoïétine va être consommée. L'érythropoïétine, elle est augmentée dans toutes les situations d'anémie, quelle que soit la cause, sauf en cas de situation d'urémie. Mais là, si vous remarquez bien ce diapo, même en situation d'urémie, on a une production qui est positive. Donc finalement, en cas d'insuffisance rénale, on n'a pas une diminution de la sécrétion, mais on a une sécrétion mais qui reste insuffisante. On a pris deux sujets, deux patients avec le même taux d'hémoglobine. Les deux patients étaient anémiques avec le même taux d'hémoglobine. Un patient avec fonctionnel normal, le deuxième patient avec insuffisance rénale. On a fait les dosages d'érythropoïétine sérique. On a remarqué que le patient avec une fonctionnelle normale, le taux d'érythropoïétine était jusqu'à 10 000 fois à la normale. Par contre, le patient avec insuffisance rénale, le taux d'érythropoïétine était élevé, mais cette élévation, elle est inadaptée. Donc enfin, finalement, on ne parle pas d'insuffisance de production, mais on parle d'une production inadaptée par rapport au taux d'hémoglobine. Il faut savoir une chose, ça c'est très important, que l'érythropoïétine a d'autres actions. En plus, la maturation des érythrocytes, elle a d'autres actions qui sont très importantes. Et que le patient, malheureusement, le patient avec insuffisance rénale, il est dépourvu de ces actions. Donc, elle a une action protectrice pour le tissu, par une diminution de l'apoptose, la mort programmée, renforcement de l'immunité, une action anti-inflammatoire, une action qui va lutter contre l'ischémie et l'hypoxie. Donc tout ça, finalement, l'érythropoïétine, elle a des conséquences positives qui sont l'organoprotection et la vasculoprotection. L'anémie en cas d'insuffisance rénale chronique, ça c'est un petit rappel pratique. Devant chaque anémie chez un patient avec insuffisance rénale chronique, il ne faut pas dire que cette anémie elle est en rapport avec cette maladie chronique. Il faut chercher les autres causes, il faut faire un bilan initial, à savoir il faut éliminer une anémie ferriprive, il faut éliminer une anémie en rapport avec le déficit des autres vitamines, il faut éliminer une anémie d'origine inflammatoire, il faut éliminer surtout les dysthyroïdies qui sont fréquentes en cas d'insuffisance rénale. Il faut laisser l'anémie rénale en dernier lieu. Finalement, c'est un diagnostic d'élimination. Donc, ce qu'il faut retenir de cette deuxième partie, c'est que les définitions de l'anémie dans la maladie rénale chronique sont guidées par les recommandations de KDIGO et les recommandations européennes. Généralement, et pas tout le temps, elle est normocytaire, normochrome, arégénérative. Définition variable en fonction de l'âge et du sexe. C'est un diagnostic qu'il faut le poser en dernier. Avec la maladie rénale chronique, on n'a pas une insuffisance de sécrétion, mais on a une sécrétion qui est inadaptée par rapport au taux d'hémoglobine. Pour les conséquences, si on va s'arrêter aux premières conséquences, donc ça c'est très important, si on dit le pronostic vital il est en jeu, donc ça c'est le plus grave. La deuxième des choses, c'est l'hypertrophie ventriculaire gauche avec insuffisance cardiaque, la qualité de vie qui est médiocre, c'est le syndrome urémique le plus sévère avec une atteinte systémique. Sur le plan thérapeutique, on va poser la question, faut-il traiter l'anémie? Bien sûr, oui. On a toutes les preuves scientifiques, et en même temps, c'est par rapport à ses conséquences. Si on dit juste le pronostic vital est engagé, on doit traiter cette anémie. Mais les questions qu'on va les poser après, trois questions. C'est quand est-ce qu'on traite, avec quoi et pour quel objectif? Avant de traiter l'anémie, j'ai dit c'est un diagnostic d'élimination. Donc on doit traiter tous les autres facteurs et particulièrement l'anémie ferriprive, qui est fréquente en cas d'anémie, en cas de maladie rénale chronique. Et là, j'aimerais bien attirer votre attention par rapport au fer. La ferritinémie ciblée chez les patients en IRC, c'est entre 200 et 500. Et le coefficient de saturation, c'est entre 20 et 30%. Mais attention, le fer, à partir d'une clearance de moins de 60 ml par minute, l'absorption digestive par voie orale du fer, elle est empêchée par une hormone qui s'appelle l'hepcidine, qui fait partie du syndrome urémique. Donc là, on doit passer automatiquement vers le fer injectable. Sinon, si on va continuer à traiter les patients avec le fer par voie orale, là, on est en train juste
Vous êtes des pharmaciens, vous êtes mieux placés que moi. On est en train de récolter juste les effets secondaires du fer par voie orale. C'est aussi sur le plan digestif, mais sans efficacité sur le plan biologique. Après tout ça, j'ai dit, on va traiter, mais pour quel objectif? On va commencer par l'objectif. J'ai dit, on est géré par les recommandations de KDIGO. Il ne faut pas voir tout ça. Les KDIGO, les recommandations disent qu'il ne faut jamais dépasser le taux d'hémoglobine à 13. Parce que si on dépasse 13, on va voir quelques études ensemble. Lorsqu'on dépasse 13, il y a plus de complications par rapport aux bénéfices. Donc le taux d'hémoglobine ciblé, c'est entre 10 et 12 grammes décilitre, avec une ferritinémie ciblée entre 200 et 500 microgrammes par litre, avec coefficient de saturation entre 20 et 30%. Et de préférence à ne pas dépasser le double de la dose initiale qui est basée sur le poids. Donc il y a plusieurs études qui ont montré que lorsqu'on dépasse 13 grammes décilitre d'hémoglobine, on est plus néfaste que bénéfique. Donc ça, c'est une étude, la première étude, c'est étude triale, donc qui a inclus des patients IRCT en hémodialyse, c'est des patients avec insuffisance cardiaque. Donc il y avait 2 bras, avec un chiffre qui est équilibré entre les 2 bras. Le premier bras, le taux d'hémoglobine ciblé, c'était 11 à 12 grammes décilitre. Le deuxième bras, c'était des taux corrects, c'est-à-dire plus de 13 grammes décilitre d'hémoglobine. Ils ont pris comme paramètre d'évaluation le décès des patients avec infarctus de myocarde. À la fin de l'étude, on voit clairement que l'incidence de ces deux complications est plus importante avec le bras où le taux d'hémoglobine ciblé était correct. D'ailleurs, même cette étude a été interrompue puisqu'il y avait plus de mortalité avec le taux d'hémoglobine qui était normal. Deuxième étude, c'est l'étude Scheuer. Donc cette étude a pris des patients au stade d'épuration extra-rénale, mais sans insuffisance cardiaque. Plusieurs paramètres étudiés ici, à savoir le décès, l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, infarctus de myocarde, avec accident vasculo-cérébral. Et à la fin, c'était les mêmes constatations, c'est-à-dire qu'il y avait plus de risques avec les patients avec taux d'hémoglobine qui est correct versus les patients avec un taux d'hémoglobine moins de 13 grammes décilitre. La dernière étude, c'est l'étude TRIT, qui a pris des patients diabétiques avec insuffisance rénale au stade de dialyse. Et donc, toujours, il y avait plus d'AVC, accident vasculo-cérébral, chez les patients avec un taux d'hémoglobine correct versus les patients avec un taux d'hémoglobine inférieur à 13 grammes décilitre. Donc, avec tout ça, l'objectif pour nos patients, il ne faut pas dépasser 13 grammes par décilitre. Pourquoi? Il est dangereux de corriger l'anémie chez les patients en IRC. Parce que simplement, il y a 3 points. Le premier point le plus important, c'est l'hyperviscosité, induite par l'érythropoïétine. En rapport avec le deuxième point, c'est les doses élevées. Quand on donne des doses élevées pour ces patients, on va induire une hyperviscosité qui est la source de toutes ces complications. Et le troisième point majeur, c'est la stabilité de taux d'hémoglobine. Il faut avoir un taux d'hémoglobine qui est stable d'une façon durable. Donc finalement, on a besoin des molécules qui sont efficaces, qui assurent une stabilité permanente de l'hémoglobine avec des doses minimes. Donc ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est que l'hémoglobine ciblée, c'est entre 11 et 12 grammes décilitre, avec une ferritinémie ciblée entre 200 et 500. Lorsqu'on est entre 500 et 800, là, il faut arrêter le fer par voie injectable. Et si on dépasse 800, là, il faut donner les chélateurs de fer, à savoir le desféral. Donc là, il y a le risque d'avoir l'hémochromatose. Le coefficient de saturation ciblé, c'est entre 20 et 30%. J'ai dit à ne pas donner le fer par voie orale, on est inefficace. Il faut le donner par voie injectable. Il faut savoir une chose, qu'on a besoin des molécules qui sont efficaces et moins d'effets secondaires avec des doses minimes. Quand est-ce qu'on va traiter ces patients? Est-ce qu'il faut attendre le patient qu'il arrive au stade de dialyse? Non. Il faut commencer en pré-épuration extra-rénale. Maintenant, on a changé le terme. On dit en pré-dialyse. On parle de pré-épuration extra-rénale parce que simplement, il y a la greffe préemptive. Il y a la greffe avant de dialyser le patient. Il faut donner ce médicament en dialyse péritonéale, en hémodialyse, et bien sûr en post-greffe rénale. Pourquoi? Parce qu'il faut être efficace. J'ai dit l'anémie, elle est précoce. Elle commence à dire que la clairance baisse moins de 60. Donc là, il faut commencer à corriger cette anémie avec des clairances moins de 60 mètres par minute. Il ne faut pas attendre que le patient arrive au stade de dialyse, sinon il va passer automatiquement par les transfusions. La dialyse péritonéale, parmi les facteurs qui empêchent la progression de cette technique, elle est aussi efficace comme l'hémodialyse et moins coûteuse en Algérie, c'est la gestion de l'anémie. Parce que finalement, c'est une technique de dialyse à domicile et impossible de proposer cette technique à un patient de faire ses dialyses à domicile et de le convoquer 3 fois par semaine pour prendre ses injections d'érythropoïétine.
En hémodialyse, c'est indiscutable parce que plus de 90% de nos patients sont en hémodialyse. Et en post-greffe rénale, c'est pour éviter l'immunisation. Si je dis l'immunisation, c'est-à-dire le patient va développer des anticorps contre les antigènes HLA. Et si on parle d'immunisation, on parle de l'éloignement de la greffe rénale. Les facteurs, les événements immunisants, essentiellement, on a 3 événements. On a les grossesses pour les femmes, avec des anticorps qui sont dirigés essentiellement contre le mari, donc ce n'est pas un grand problème. Le deuxième point, événement immunisant, c'est les regreffes, les patients qui sont déjà greffés. On n'a pas beaucoup de patients qui sont regreffés en Algérie. Dans notre série, on a greffé 200 patients, on a 3 patients qui ont été regreffés. Mais l'événement immunisant majeur, c'est les transfusions sanguines. C'est ça qu'il faut combattre. Il faut arrêter de transfuser les patients pour qu'ils gardent toujours l'espoir d'être greffés. Vous voyez ce bilan immunologique d'un patient, si vous me permettez pour cette expression, c'est pour moi un film rap, parce que quand on voit un patient jeune qui arrive au stade de dialyse avec 2 ou 3 candidats donneurs vivants apparentés et on fait ce bilan et on trouve ça c'est catastrophique parce qu'un patient qui a tous ses anticorps qui sont dirigés contre tous les antigènes HLA. Et finalement, le seul patient qu'on peut le greffer avec notre patient, le seul donneur plutôt qu'on peut le greffer avec ce patient, c'est le donneur HLA identique. Et HLA identique, c'est les jumeaux homozygotes. Donc pour ce patient, il est en train de subir un protocole de désensibilisation important, un protocole très cher, très dangereux, très lourd pour le patient. Plus de 30 séances de plasmaphéreuse avec des immunoglobulines polyvalentes, avec des monothérapies, des immunosuppresseurs bien ciblés, à savoir, en l'occurrence, l'anticorps anti-CD20. Donc tout ça, c'est lourd et c'est la conséquence des transfusions et c'est la conséquence de traitement tardif de l'anémie. Sur le plan thérapeutique, avec quoi on va traiter? J'ai qualifié ça par une substance idéale. La substance idéale, c'est la substance qui a une efficacité sûre, qui a une action qui est durable et stable. Elle est valable, les voies d'utilisation, les deux. Elle est valable pour tous les stades de la maladie rénale chronique. Gestion facile, dose minime, moins d'effets secondaires, bien sûr, avec des preuves scientifiques. Donc, sur en marché, on a 2 types. On a l'érythropoïétine classique, l'érythropoïétine alpha et bêta. Et on a aussi l'érythropoïétine avec une longue durée de vie, qui est la RANESP, la derbipoïétine alpha. Donc, on va commencer avec quelques études. Ça, c'est la première étude, l'étude de McDougall, publiée en 2003. Donc, l'objectif principal de cette étude, c'est quoi? C'est de vérifier l'efficacité et la tolérance de la RANESP chez les patients naïfs, chez les patients non traités auparavant par l'érythropoïétine alpha ou bêta classique. Donc il y avait 2 bras, il y avait les patients qui sont stables en hémodialyse et en dialyse péritonéale, avec un taux d'hémoglobine qui est moins de 10 grammes par décilitre, avec une ferriténémie qui est correcte. Donc les patients en hémodialyse, ils ont reçu une injection d'ARANESP par voie intraveineuse, et les patients en dialyse péritonéale, c'est une injection par semaine par voie sous-cutanée. Donc la durée totale de l'étude, c'était 52 semaines. Les critères d'évaluation primaire, c'est le taux d'hémoglobine les 4 premières semaines. Après, c'est les 16 semaines de traitement. Et bien sûr, le deuxième critère, c'est la tolérance. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? Après 16 semaines, les taux d'hémoglobine sont maintenus de façon stable et durable jusqu'à 52 semaines, entre 10 et 13 grammes décilitres d'hémoglobine. Et qu'est-ce qu'on a remarqué aussi? Après l'arrêt de l'ARANESP, il y avait une diminution significative et importante du taux d'hémoglobine. Donc, par rapport à la tolérance, il y avait des effets secondaires, mais qui sont qualifiés légers à modérés pour les 2 bras, c'est-à-dire hémodialyse et dialyse péritonéale. Donc, en conclusion, la RANESP, on est efficace avec la RANESP pour les patients naïfs, les patients qui n'ont pas été traités auparavant par l'érythropoïétine classique, avec des effets secondaires minimes. Ça, c'est pour les patients naïfs. Et pour les patients déjà qui ont reçu déjà l'érythropoïétine classique alpha ou bêta, ça, c'était l'objectif de l'étude qui a été publiée par... Pardon... 5 minutes. Donc, c'était l'objectif de l'étude de Tolman. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait des patients qui étaient équilibrés sur le plan hémoglobine avec l'érythropoïétine classique bêta. Donc, ils ont pris 2 bras. Un bras où les patients ont gardé toujours l'érythropoïétine bêta, et deuxième bras, ils ont été mis sous la derbipoïétine alpha. Donc l'étude a duré 9 mois avec les mêmes conditions. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Comme vous voyez là dans le diapo, il y avait une stabilité des taux d'hémoglobine dans les 2 bras, avec une plus de supériorité par rapport à l'ARANESP
versus érythropoïétine bêta classique. Mais ce qui est important avec cette étude, c'est ça, c'est que pour avoir cette stabilité de taux d'hémoglobine, on était obligé de baisser les doses de la darbepoïétine avec 20%, et pour garder cette stabilité d'hémoglobine avec l'érythropoïétine bêta classique, on était obligé d'augmenter les doses avec plus de 24%. Donc en total, on a une différence entre la darbepoïétine alpha et l'érythropoïétine bêta, une différence significative de 44%. Et c'est ça, qu'est-ce qu'on cherche, nous les cliniciens, c'est d'avoir des résultats positifs avec des doses minimes pour éviter les effets secondaires pour ces patients. D'accord. Donc là, on est efficace pour les patients naïfs, on est efficace pour les patients déjà traités avec érythropoïétine classique auparavant, avec des doses minimes. La question qui a été posée, c'était l'objectif de l'étude de Carrera, c'est que si on passe d'une dose par semaine à une dose chaque 15 jours, est-ce qu'on est toujours efficace? Effectivement, les résultats, si on voit la comparaison entre les deux groupes, on est toujours efficace avec une dose chaque 15 jours. Et la dernière étude, c'était une étude qui a été publiée en 2016, donc elle était plus audacieuse que ça. Donc l'objectif, c'est de comparer, de poser la question, est-ce qu'on est toujours efficace si on passe à une dose par mois? Et effectivement, donc après, ils ont remarqué, si on passe à une injection chaque 15 jours, à une injection chaque mois, on est toujours efficace, et quels que soient les sous-groupes, c'est-à-dire des patients diabétiques, patients non diabétiques, les patients en dialyse péritonienne versus les patients en hémodialyse. Donc finalement, si on pose la question, quelle est la substance idéale qui va répondre à nos besoins en tant que clinicien, on va dire c'est la darbepoïétine alpha. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec la darbepoïétine alpha, on a pris les caractéristiques de l'érythropoïétine classique, et avec une modification moléculaire par mutagénèse dirigée, cette molécule actuellement a 5 chaînes avec plus de 22 résidus d'acide sialique qui a permis à cette molécule d'avoir une dégradation ralentie avec plus d'efficacité, donc avec une durée de vie qui est plus longue. Sur le plan pratique, la deuxième indication essentielle, c'est la néphrologie et en oncologie. Donc, en néphrologie, on peut la donner avant l'opération externale, en péridialyse et pour les patients en post-greffe, parce que tout simplement, on peut la donner avec des doses adaptées par rapport au poids, par rapport au taux d'hémoglobine, une fois par semaine, une fois chaque 15 jours et parfois même une fois chaque mois. Donc, on a toutes les doses qui sont disponibles en Algérie. Donc, avec les facteurs de conversion, c'est 200 unités d'érythropoïétine classique versus 1 microgramme suivant le poids moléculaire. Donc, et pareil pour l'enfant. Sur le plan pratique, c'est l'avant-dernier diapo. Donc, sur le plan pratique, il y a des sites d'injection qui sont recommandés pour la RANESP. C'est le haut des cuisses, l'abdomen. Si on n'a pas ça, il faut choisir la partie postérieure des bras. Donc, si on va conclure, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire la RANESP, c'est le premier activateur longue d'érythropoïèse. Donc, grâce à 2 chaînes glycosylées supplémentaires avec plus de 22 acides sialiques. Donc, tout ça, on a un allongement de sa demi de vie, élimination ralentie, concentration efficace et prolongée, avec réduction de la fréquence d'injection et augmentation de l'activité in vivo. Donc, en conclusion, je dirais l'anémie, elle est constante de la maladie rénale chronique, avec des conséquences graves, elle est multifactorielle, sa prise en charge, elle doit être précoce, tout le monde doit être impliqué, médecins, pharmaciens, administration, pour offrir des soins de qualité à nos patients. C'est juste pour une qualité de vie correcte et pour éviter d'éloigner ces patients de la greffe rénale à travers des traitements efficaces. Il est disponible et je pense qu'on a les moyens de notre politique. Je vous remercie de votre attention.